Salut à tous, bon matin. On est dans le sixième round, deuxième épisode. Je suis avec Brian. Brian, comment est-ce que tu vas? En forme, en forme. Un lever très matinal. Ça, c'est la vie des fans de MMA. Euh, écoute, on va directement parler du combat qui nous intéressait de base le plus et je pense sur lequel on a le plus de choses à dire. Ouais. Max Holloway contre Arnold Allen. Je te laisse le plateau pour exprimer ce que t'as ressenti, ce que t'as analysé pendant ce combat. Ah oui, directement, c'est moi le premier, ça va. Ah, directement. Moi, j'ai un gros point qui me semble ultra pertinent par lequel commencer. Si tu veux, je te lance plutôt sur une question un peu plus Ah, fine et vas-y. précise. La grosse différence chez Max Holloway par rapport à toutes ses anciennes performances, c'est son système défensif. On a vu un Max Holloway qui avait, je vais pas dire une priorité sur la défense, mais il recule plus du tout en ligne. Mhm. Il recule sur des angles. Offensivement, il attaque plus spécialement en ligne. Il crée d'abord des angles. Il fait beaucoup de petits pas pour constamment changer la dynamique. J'ai l'impression qu'on l'a vu beaucoup plus switcher, passer de gaucher à droitier que d'habitude, et ça a fait une énorme différence par rapport à la tournure du combat. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un différentiel de toucher son adversaire versus se faire toucher qui était aussi flagrant. Donc là, je regarde sur les stats. Il a touché Arnold Allen 147 fois. Il s'est fait toucher 76 fois. Donc on est vraiment Oh ouais, sur ça n'a du rien à quasi voir. x2. Mhm. Euh, la dernière fois que c'était arrivé, c'était bon contre Calvin Kattar évidemment. Mhm. Euh, mais je dirais que c'était un peu ça restait différent. Je sais pas comment l'exprimer. J'avais l'impression que Max Holloway avait vraiment ce mindset beaucoup plus défensif, alors que contre Qatar, il a eu des stats qui étaient aussi différentes parce que il faisait qu'attaquer. Quitte à se faire toucher en retour, Mhm. il attaquait et c'est là que s'est fait la différence. Ici, il attaquait sur des bons moments et il avait vraiment cette optique de se faire toucher le moins de fois possible et il avait raison parce que la puissance Ah d'Arnold oui. Allen, il faut la respecter. On l'a vu dans le deuxième round qu'il a bien fait de la respecter. Ah ouais, ouais, ben moi j'étais agréablement, mais très agréablement surpris de voir toutes ces adaptations qu'il avait fait. Donc on en avait Mhm. parlé hein, dans l'analyse. La première, c'était ses capacités, s'il allait respecter la puissance de frappe d'Arnold Allen. C'est ce qu'il a dit hein, juste après le combat, hein, qu'il frappait comme un camion et qu'il était arrivé beaucoup plus défensivement. Mhm. Il nous avait habitués à des guerres et à aller au charbon. Et là, il a été ouais, très stratégique. Donc franchement, moi j'étais super content. S'il fallait que ce combat aille dans une tournure en faveur de comment dire ça, en faveur de De Max Max Holloway. Holloway, c'était avec de l'adaptation, une vraie adaptation de Max Holloway. Et j'aurais été déçu de d'avoir surévalué Arnold Allen en fait. Mhm. Non, ici c'est pas le cas. Je Euh, pense qu'Arnold il a livré une belle prestation Très très bon. en partant du principe que Max Holloway ça reste quand même le numéro 2 incontesté de la division. Mais Et ouais, ouais, donc il y avait vraiment ça. J'aurais été déçu d'avoir surévalué Arnold Allen et puis d'avoir un Max Holloway qui l'emporte sans réelles adaptations. Il ne nous avait pas habitués, hein, malgré trois combats euh, Volkanovski. contre Volkanovski, nous avait pas réellement habitués à des vraies adaptations dans le jeu. Mhm. Enfin, moi j'ai trouvé, hein. Et là j'ai trouvé qu'il était vraiment très très bon, très patient. Euh, Ouais, et puis bon, bah il a toujours son menton, hein, parce que Ouais. il a quand même été salement connecté. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient tombés hein, sur les. Ça touchait plein menton, quoi. Je sais pas comment. Ah ouais, non, c'est Hallucinant. clair et c'est ce que j'avais dit, je pense sur la fin du podcast qu'on avait fait ensemble, que ce genre de style, ça dure jamais une éternité. Qu'en général, Mm. quand t'as un style qui dépend de ton menton, le jour où tu tombes très fort et très bas, comme Ferguson, Chuck Liddell, Mm. j'avais pris comme exemple. Et ici, je suis content parce que on sentait que Max Holloway a vraiment les compétences pour adapter son style, pour gagner avec
allez, avec peut-être moins d'intensité, moins de volume, Mhm. sans chercher à submerger, mais juste en dominant les échanges et en marquant ses points. Et je Mhm. suis content de le voir faire cette adaptation de style maintenant, parce que l'indicateur que ça me donne, c'est que on peut espérer que même si le menton de Max Holloway lâche à un moment, il pourra continuer à être performant parce qu'il n'a plus besoin de d'avoir un style qui tourne autour de sa capacité à résister aux Ouais. grosses frappes. Alors il en a eu besoin, certes, contre Allen, mais on a vu qu'il savait aussi prendre ses rounds sans submerger son adversaire. Bon, il y a quand même eu un Mhm. haut volume de jeu, hein, je veux dire 147 frappes qui touchent, ça reste intense, mais vraiment son style a, je vais pas dire complètement changé, ça restait Max Holloway, mais Mhm. il a bien adapté son style d'ordre général et c'est plutôt prometteur pour la suite. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve ça très très bien. Et puis, il faut pas oublier hein, qu'il est arrivé très jeune à l'UFC, donc il est encore, il va arriver dans son prime. Et on pensait qu'il y était déjà. Moi, j'ai l'impression qu'il a encore passé un échelon, quoi. Ouais, Je sais pas si c'est, le truc, c'est que tu vois, quand les mecs ils affrontent des tops comme ça, eh bien, s'ils perdent contre des tops, tout de suite, on les classe en tant que perdants, même si le combat est serré, tu vois. ouais. Et puis, bah, une fois que t'as un gars qui arrive qui est deux, trois places en dessous, on se dit, ah, ça va passer, ou quelque chose comme ça va être compliqué. Et en fait, il rappelle que non, s'il est challenger numéro un depuis le début, c'est juste que il y a un type qui n'arrive pas à passer, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. Bah, c'est ce que tout le monde dit. Si Alex Volkanovski n'existait pas, il serait, Max ouais. Holloway serait un champion tellement dominant. Mhm. Enfin, ce serait l'un des champions les plus dominants qu'on ait connu à l'UFC. C'est assez simple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour devenir vraiment le meilleur, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui te challenge et qui te pousse à l'introspection. Et j'ai l'impression que autant sur les deux premières défaites contre Volkanovski, il n'a pas été poussé dans cet retranchement par rapport à son propre style parce que c'était très serré et à mon avis, Ouais. dans sa tête, il se disait bah ça se joue à quelques détails. Donc tu l'as vu faire quelques adaptations entre le 1 et le 2 Mhm. et entre le 2 et le 3, notamment entre le 1 et le 2, bah, l'utilisation des low kicks, attaquer derrière les low kicks, etc. Donc il y a eu des petites adaptations, mais il n'a pas réinventé complètement son style. Ici, il l'a fait. Et je pense que c'est justement parce que Volkanovski lui a montré que aujourd'hui, pour être numéro un, le style c'est une chose, mais si t'as pas la stratégie qui va avec, si t'as pas l'intellect qui va Mhm. avec, pas pour dire que Max Holloway était bête dans son approche, mais c'est juste que comme on l'avait dit en preview, Max Holloway c'est pas quelqu'un qui vient vraiment avec des stratégies. Il vient pour écraser son adversaire de par son Mhm. style. Mhm. Mhm. Ça a très bien fonctionné pour lui contre tout le monde, sauf récemment Dustin Poirier et Alex Volkanovski. Et à mon avis, la grande leçon qu'il a tirée de ça, c'est OK, aujourd'hui, il faut que je réfléchisse, il faut que j'adapte mon style autour de mes adversaires. Et si un jour je veux battre Volkanovski ou si je retourne en lightweight pour essayer de battre le top là-bas, bah, il faut que j'ai un style qui soit un peu moins axé sur j'attaque et je suis capable d'encaisser les coups. Donc Mhm. ici c'est prometteur. Pour moi c'est prometteur pour lui pour la suite parce que avec ce style il peut aller en lightweight. Avec le style qu'il avait avant, j'avais un peu peur de sa montée en lightweight parce que je me suis dit, tu le mets contre un Justin Gaethje ou contre un Dustin Poirier, bah, ce serait la même histoire que son dernier combat contre Dustin Poirier, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et pour passer sur un petit peu sur Arnold Allen, hein, qui a pas démérité, Mhm. euh, il y en a qui pensent qu'il aurait dû se réveiller un peu plus tôt. Moi, je m'attendais un peu à cette tournure, là, le premier round où, euh, bah, toujours un premier round équilibré, hein, sur un 5 rounds, je le donnais quand même à Max Holloway. Je m'attendais à une accélération dans le deuxième, ce qu'il a fait, c'est là où Ouais. il a bien connecté et où il y a eu vraiment, vraiment du danger. Et je pense qu'il prend ce deuxième round, en tout cas aux yeux d'un juge. Moi, en tout cas, sur les Et juges, beaucoup de fans. Tu j'étais vois à sur Twitter, 48-40. Ouais. ils mettent ouais, certaines personnes vérifiées, Ouais. ils donnent le scoring. Et Mm, je crois que les trois personnes qu'ils ont mis donnaient le deuxième round à mm, Allen. mm, mm. Et puis après voilà, hein, je me suis dit bon bah ça va être très très compliqué. Plus ça va avancer, plus ça va être compliqué. Et alors le cinquième round pour moi était
incroyable, quoi. Je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment pas à ce retour d'Arnold Allen. Mhm. Et j'ai trouvé qu'il l'a mis en danger. Alors, il y a ce dernier petit coup à 5 secondes de la fin qui le fait drop. Et peut-être que c'est ce coup-là qui m'a fait passer. Ah non, il donne tous Non, le non, cinquième. en Ah gros, oui. les trois juges donnent le dernier à Arnold Allen, et il y a Mm. un seul juge qui donne le deuxième à Arnold Allen. Ah oui. Ouais. Et ce qui nous fait tomber à 2 fois Ouais, 49-46 c'était et ça, une c'était ça. fois 48-47. Pour moi, c'était du 48-47 où il prenait le deuxième et le cinquième. Mhm. Deuxième, c'était vraiment ce que je voyais sur Arnold Allen. Le cinquième, par contre, j'étais vraiment étonné. Je me pose la question si, vu ce qui lui restait sous le pied, il aurait pas pu Accélérer plus tôt. accélérer plus tôt ou équilibrer un peu plus entre le Mhm. 4 et 5, par exemple, pour Ouais, tenter de prendre le 4 et le 5. Mais c'était son premier synchrone. Donc, ouais, peut-être que là, il va se dire, en fait, je suis capable de faire synchrone sans problème, à grosse intensité contre le meilleur de la catégorie. Et donc, ouais. ça me plaît plutôt bien aussi pour l'avenir, pour son avenir à lui, tu vois. Ouais, moi, je pense que ça reste un talent de la division. Donc, j'espère Mhm. que malgré la défaite, son prochain combat sera de nouveau un main event, histoire qu'on le revoie sur un 5 rounds. Bon, Ouais. alors contre Qatar, c'était prévu sur 5 rounds, hein, initialement, parce que c'était aussi Mhm. un main event. C'est juste que c'est pas arrivé jusque-là. Et c'est bien que tu parles de ça, parce que je voulais nuancer un propos qu'on a eu dans le dernier podcast, parce que j'y ai Mhm. pensé après, ce qui m'arrive souvent. Après un podcast, je suis là, ah, on n'a pas parlé de ça, on n'a pas parlé de ça. Mais bon. Ce qu'on avait dit, c'est que effectivement contre Max Holloway, normalement, c'est très difficile dans le quatrième et cinquième round, d'autant plus qu'on avait l'impression que Allen avait tendance à baisser le rythme dans le troisième. Mhm. Et pour moi, c'était une erreur de dire ça, parce que la seule fois où c'est arrivé, c'était contre Sodiq Youssouf. Alors, bon, mon erreur personnelle, c'est que pour préparer le podcast, j'avais regardé sa performance contre Melendez, contre Sodiq Youssouf, et les deux derniers, donc contre Dan Hooker et contre euh, son tout dernier, Qatar. Qatar, ouais. Mais en fait, quand tu regardes ses débuts à l'UFC, il se fait malmener par Alan Omer, il revient dans le troisième. Contre Mats Burnell, il fait un incroyable combat, il gagne dans la troisième reprise. Contre Mezza, il se fait voler. Il gagne à la décision, mais pour moi, il doit gagner par KO à la 5e minute du troisième round. C'est un clean KO, mais ça arrive vraiment au moment du gong. Et il décide de lui octroyer la décision, alors que pour moi, il devait gagner par KO. Et donc, il y avait quand même 3 occurrences dans Mhm. sa carrière où soit il revient dans le troisième, Mhm. soit il marque complètement les esprits dans le troisième. Et enfin, allez, je veux dire, quand tu mets un KO à la toute dernière seconde du troisième round, Ouais, c'est le sur temps. une frappe, c'est que t'en as encore Mhm. dans le corps. Et donc ça c'était peut-être ma petite erreur d'analyse, c'est forcément quand tu prends un échantillon seulement de 4 combats pour faire ton analyse, de temps en temps tu passes à côté de certaines choses. Et donc après coup je me suis dit finalement j'ai pas de mal à voir Allen tenir les 5 rounds, d'autant plus qu'il avait dû se préparer pour 5 rounds contre Qatar, Mhm. que là c'était clair. Enfin, tu vois que c'est quelqu'un d'intelligent. Il est dans un camp de personnes intelligentes. Je le voyais pas venir mal préparé, et clairement il est venu bien préparé, parce que Ah si tu te ouais. souviens, j'avais donné 5 règles pour battre Max Holloway, et là on va complètement crédibiliser la victoire de Max Holloway. J'avais mis défense de pied-point élevé, et honnêtement Arnold Allen n'a pas été mauvais défensivement sur ce combat. Être capable de matcher le volume de Max Holloway, c'est le point qu'il n'a pas eu. Mhm. Les frappes dures, il les a eues. Les bons Mhm. déplacements et la capacité à ralentir le combat de temps en temps, plus ou moins. Et les low kicks, il est venu avec, et puis il les a oubliés à partir du troisième round. Et donc, il est venu avec quasi la totalité des 5 règles, mais Max Holloway a changé son jeu. Et donc Mhm. maintenant, il Mhm. faut des règles supplémentaires pour pouvoir battre celui qui éteint, c'est pas le bon mot, mais celui qui enlève tous les contenders de la division et qui est en train de nettoyer à la place de Volkanovski la suite de la division. Mhm. Mais il y a un facteur, en tout cas dans les pré-analyses, qui est toujours difficile à prévoir. C'est les adaptations qui vont être faites par le combattant, et c'est sa compréhension, sa vision de ce que pourrait être le combat. Mhm. Donc c'est toujours un peu compliqué. On peut faire une analyse en partant de postulats de ce qu'ils sont,
Mais on ne peut Mhm. pas partir de postulat de ce qu'ils seront ou ce Ouais. qu'on espère qu'ils soient. Mais en tout cas, enfin, je pense que Max a vraiment eu ses analyses de se dire, je peux pas me permettre de faire ce que j'ai déjà fait avant. Je vois comment il travaille, très défensif. Je vois quand il va chercher à frapper, il vient pour tuer. C'est pas quelqu'un qui va construire. Il vient pour arracher le menton et tout. Et il a fait ses adaptations. Moi, il y avait Ouais. peut-être ouais, vas-y. Je sais plus si tu me l'avais dit pendant le podcast ou si on en avait parlé en dehors du podcast, mais Max Holloway a envoyé, donc sur les 147 frappes qui touchent, il y en a 42 qui touchent le corps. C'est pas mal. Statistiquement, c'est pas mal. Ça fait, Mhm. j'ai la flemme de calculer, ça fait 28% des attaques qui vont vers le corps. C'est plutôt pas mal et je pense qu'on en avait parlé que ce serait intéressant pour Max Holloway d'attaquer le corps d'Arnold Allen parce que cette défense-là, Ouais. l'ouverture, elle est principalement au corps et on l'a vu envoyer pas mal de jabs, de Euh, cross et de middle kick vers le corps. Donc là-dessus aussi, on a on- l'impression que non seulement Max Holloway a travaillé son style d'ordre général, mais qu'il est aussi venu avec une stratégie adaptée au profil qu'il a rencontré. Non, on en a parlé, je crois, dans les commentaires avec un de nos auditeurs on Ok. parlait de la garde et je lui posais la question ce qu'il pensait des frappes au corps sur cette garde-là. Ah ben voilà, donc on l'avait quand même souligné à un moment. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Là, j'ai en tête un combo qu'a fait Max Holloway avec une frappe au corps qui était assez incroyable. Techniquement, ça reste vraiment, vraiment du très, très haut niveau chez Max Holloway. Et, et dans le choix des frappes, enfin, souvent, hein, je me dis, avec la pression qu'il y a, parce que tu sais, il y a des gars, ils sont là pour chasser la tête, ils veulent taper la tête, tu vois. Mais on appelle Jeff Neal. ça, ouais. Mais d'un côté, ça peut être vu comme on peut les classer genre c'est headhunter, tu vois, ils Ouais, chassent la tête. Mais de l'autre côté, on peut aussi se dire que c'est des gars euh, qui sont tellement sous stress qu'ils veulent que tous les coups espérer que ça mette KO, tu vois. ouais, Et il faut quand même une sacrée confiance en soi et une sacrée expérience pour aller chercher les frappes au corps, pour construire la frappe qui va faire mal après. ouais. Parce que, enfin, frappe au corps, si tu te baisses pas, tu te découvres pendant un instant mais c'est une sorte d'investissement, tu vois. Et là, il y avait une combinaison où il rentre, je sais plus ce que c'était un 2 1 et il va au corps en dernier coup. Je pense que la grande majorité aurait mis les quatre frappes à la tête. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, Et là, savoir ah, changer de niveau en pleine combinaison, surtout sur la fin de combinaison où t'es vraiment depuis un petit temps à distance où tu peux te faire contrer. Comme tu dis, il faut une sacrée confiance en soi pour aller chercher ça. ouais, ouais, il faut vraiment une confiance en soi, une grosse expérience, et c'est pas juste une question de le driller au pad, genre on fait beaucoup de frappes au. Non, il faut une bonne paire, voilà, une bonne On voit paire ce de que, confiance en soi, tu vois. on voit ce que tu veux dire. Mais je sais plus si on en avait, encore une fois, j'ai pas la mémoire pour savoir si c'est hors antenne ou dans l'antenne qu'on avait dit ça, mais c'est clair que, tu sais, les mecs qui viennent avec une stratégie, genre, je vais gagner à la décision, c'est faire preuve de confiance en soi, parce que ça veut dire que tu t'attends à gagner les rounds et à ne pas devoir finaliser ton adversaire pour marquer ta domination. Et je pense qu'on le voit souvent quand tu regardes des combats amateurs, surtout à l'époque. Maintenant, ça change un peu, mais il y a Ouais, ouais. 10-15 ans, tous les combats amateurs que tu regardais, ça partait en guerre dès le début parce que, et ça vient de là, je pense que ça vient de ce stress, il faut que ça se finisse le plus vite possible parce que j'ai pas envie de rester dans une dynamique où l'autre veut m'arracher la tête. Et plus Mhm. tu avançais en temps, plus tu voyais que les gens, ils posaient leur jeu, ils devenaient plus mesurés parce qu'ils prenaient confiance en leur compétence à gagner un round sur la distance sans nécessiter le finish. Et donc c'est intéressant de voir ça aussi au plus haut niveau. Ouais, Je pense mais qu'un exemple que toi, ouais, là, il y avait je- un combattant au PFL qui venait de gagner son combat par KO au premier round. Et, et il expliquait, donc il a eu une petite période d'arrêt, et il expliquait que pour ce combat-là, il était un peu stressé et qu'il espérait gagner au premier round. Et donc pour lui, il n'arrivait pas à voir l'entièreté du combat. Pour lui, son combat, il fallait qu'il finisse au premier round parce que mentalement, il se voyait pas faire le 2 et 3. Et ses coachs lui ont dit, écoute, non, non, on va pas pour mettre un KO au premier round, tu vas te préparer pour 3 rounds de guerre. Et,
et il est rentré dans la cage pour faire ses 3 rounds. Mais il a gagné au premier round, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est Ouais, pas la ouais, même ouais. confiance en soi, tu vois? C'est pas. Ouais, c'est Je pense important. que Mais c'est. un exemple que toi t'avais noté, que t'avais bien aimé, je pense, c'est John Jones contre Daniel Cormier 2, où t'avais dit que, enfin, tu vois, on en avait Ah oui, discuté, mm, que John Jones avait investi pendant 3 rounds sur les middle kicks, en sachant que ça allait lui ouvrir la porte vers le high kick. Mais c'est ouais. ouf de Les se low dire kicks, que ouais. dans un Les middle, ouais. combat de championnat UFC, tu puisses réfléchir comme ça, tu puisses avoir cette aisance de dire, bah, j'ai envoyé pas mal de middle kicks pendant 3 rounds, juste pour préparer pour que ce high kick soit ouvert et que je puisse le placer. Mm. Ça veut dire que tu as confiance à garder le combat actif Ouais. pendant les 3 premiers rounds jusqu'à chercher ce finish. Et en plus de ça, il Ouais. gagnait les rounds. Donc c'était Et en prévenant Daniel Cormier ce qu'il allait faire, hein. exact. C'était assez incroyable ça. C'était sur des middle ou des low kicks? Enfin, c'était sur. C'est des middle. Parce que le truc, c'est que Daniel Cormier, son gros défaut, c'est le corps. On l'a déjà vu, Mm. ouais, Stipe Miocic l'a encore prouvé Ouais, c'est vrai, sur t'as raison. leur deuxième combat, mais on l'avait déjà vu par le passé réagir comme dans les dessins animés, vraiment ses pieds sautent un peu et puis son cul part en arrière comme ça quand il ramasse des coups au corps. Et je crois que le moment le plus flagrant de sa carrière avant Stipe Miocic et avant John Jones, c'était bêtement contre Anderson Silva sur la fin du troisième round. Anderson Silva lui envoie un bête front kick et tu te dis bah c'était pas passé loin du finish et du gros retournement de situation pour Anderson Silva à l'UFC 200. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Un Non, combat qu'on a tous oublié et pourtant et quel buzz ça avait fait. c'est clair. Ok, bah peut-être la Ouais, suite ce pour que les j'ai deux. posé, parce que tu parlais de lightweight tout à l'heure pour Max Holloway. Mais Et ouais, en fait Max Holloway il doit attendre. Pour lui c'est très simple. Si Yair Rodriguez gagne, après c'est compliqué parce que Alex Volkanovski on doit le considérer comme un champion dominant. Très souvent quand les champions dominants perdent leur ceinture, ils ont droit au rematch immédiat et c'est logique. Ici, il faut, selon moi, voilà, si t'as un KO au premier round pour Yair Rodriguez ou un truc spectaculaire où on voit que Yair roule dessus, ce serait le rematch avec Max Holloway parce que ça vend bien. C'est Max Holloway a battu Yair Rodriguez il y a pas si longtemps. Maintenant, c'est Yair qui a la ceinture, rematch. Mais si c'est un combat serré, je pense que si Volkanovski perd sur une décision serrée, par exemple, ou est en train de dominer et puis se fait surprendre dans le cinquième round, par exemple, comme Izzy contre Pereira, il va avoir son rematch immédiat et Max Holloway, il peut pas passer sa carrière à juste éliminer tous les contenders de la division. Mm. À un moment, il doit faire un choix de carrière et le choix de carrière, c'est potentiellement faire le choix de finir sa carrière en lightweight. Et moi, j'aimerais bien voir ça. Mhm. Je sais pas ce que toi t'en penses. Bah alors, ce qui est bien, c'est que tu parlais de ici et Pereira. Ce qui est bien, c'est que ils viennent de nous habituer à la belle des belles, tu vois. Genre, tu perds 3 fois et tu gagnes le quatrième. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est un argument qui pourrait s'entendre. Il n'y a pas que moi qui ai perdu 3 fois et qui ai gagné une quatrième. Moi, Hmm. c'est pas un combat qui me hype trop. Hmm. Euh, donc, dans le cas de figure, on va partir du cas de figure. Moi, je partirais bien sur des money fights, je t'avoue, pour Max Holloway. Le temps que Mhm. ça se, tu vois ce que je veux dire? Le temps que Ouais, ça se décante un petit peu. mais t'as quoi comme money fight en featherweight? Bah alors, non, non, je partirais. Ouais, je t'avoue que j'aimerais bien une revanche avec Dustin Poirier, tu vois, pour Ouais. la ceinture BMF, tu vois, par exemple. Ouais, mais alors le truc c'est que pour moi, et je sais que Dustin Poirier a beaucoup de fans et donc je risque de me faire incendier en commentaire, mais Max Holloway mériterait de combattre pour une ceinture BMF. Dustin Poirier m'a l'air d'être devenu picky dans sa sélection de combats. Et pour moi, ça rentre pas en. Enfin, tu vois, le BMF, c'est Gilbert Burns, tu vois, c'est le anytime, anywhere, anybody. C'est ça la définition pour moi du BMF en MMA. Et donc un Dustin Poirier en début de carrière, pas de problème. Jusqu'à ces 2 derniers combats contre Conor McGregor, j'aurais eu aucun problème à ce qu'il le Mhm. soit. Mais Max Holloway, clairement, il pourrait combattre pour cette ceinture parce que le gars a voulu prendre Khabib.
avec 5 jours de préavis. Elle a rien à voir le combat qu'on n'a jamais eu. Mais ouais. Après, je te rejoins. Ouais, Il mérite des money fights, notre petit Max Holloway. pour moi, clairement, ce qui mériterait le plus, bien évidemment, c'est de recombattre pour la ceinture, tu vois. Mais je pense que Mhm. là, ça va pas, ça va être très très compliqué. Il risque d'être un petit peu sur la touche. Moi, personnellement, je le verrais bien pour un money fight. Un truc, voilà, pour les fans, pour se faire plaisir et tout. Dustin Poirier, est-ce qu'il le mérite? Pour moi, il est pas en train de choisir réellement ses combats. Lui, il cherche des money fights, tu vois. Mhm. Et il a eu ses chances pour la ceinture, c'est compliqué. Il est quand même bien réputé et je peux comprendre aussi Ouais. qu'il a envie de faire de Mais, l'argent derrière, tu vois. ouais, mais Donc est-ce que pour moi, ça, Dustin contre Holloway 3 est un money fight en sachant que de nouveau, c'est 2-0. Difficile à vendre. ouais, Peut-être Justin Gaethje alors. Max Holloway, Justin Gaethje, moi je signe directement. ouais, c'est vrai. C'est vrai aussi, c'est pas mal du tout. Ou alors s'il reste en BMF, un mec qui mérite, tu vois, qui était sur la carte à Barboza aussi, hein. Ouais. Ouais, mais ils vont jamais faire Max Holloway contre Non, Barboza bien sûr. en BMF. D'autant plus que Barboza, maintenant, il est en bantamweight. Je sais pas s'il serait chaud de monter en... qu'est-ce que je raconte? Mais non, non, Ah oui, c'est non, je suis en featherweight. train de dire quoi? Non, 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 non. il était lightweight, hein. Ouais, ouais, non, il était Non, c'est lightweight à pas, c'est l'époque. pas un combat du tout, comment dire ça, je sais même pas s'il est dans le top 10, tu vois. Pour moi, ce serait un combat sans réel sens sportif, tu vois, en soi. Mhm. Mais, enfin voilà, là, je lance ça comme ça, hein, je lance ça comme ça pour dire que j'aimerais le voir sur un combat j'aimerais le voir pour la ceinture, mais pas qu'il soit sur le banc de touche, tu vois. Donc je le verrais Ouais, bien sur un combat plaisir, parce que là, ça reste quand même, ce- contre Arnold Allen, c'était pour moi un combat qui est d'une manière test, tu vois, c'est un combat test pour les deux, quoi. ouais. Est-ce que t'es encore bien compétitif, Max? Et Arnold, est-ce qu'on s'est pas trompé sur toi? Est-ce que tu vas vraiment faire partie du top? Ouais, et donc Donc, les deux ont prouvé que, voilà, les deux Arnold ont prouvé, hein. Allen a prouvé qu'il pouvait rester Mm. dans le top. D'ailleurs, son prochain combat, il y a quoi? Corinne Zombie, Oh, Giga Chikadze. Chikadze, ça peut être sympa. Chikadze, ça fait trop longtemps qu'on l'a plus vu, hein. Shikaze, je pense que il a du mal à s'en remettre, hein. Ouais, forcément. Mais à un moment, il faut Moi, revenir. j'aimerais bien une revanche pour Arnold Allen. J'aimerais bien le combat revanche contre Qatar, hein. Ouais, 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 ouais. Euh, la réalité, c'est que, ouais, pour moi, je voyais Arnold Allen prendre l'avantage, clairement. Mhm. Mais c'est clair que, en revoyant le combat, je pensais qu'il s'était tordu la cheville sur le genou sauté, mais en fait, il s'était tordu dans le premier round, hein. Mais le genou Et, sauté est dans le premier round, hein. euh, Parce que le deuxième round, il dure quasi rien, hein. Il y a un low kick et puis c'est fini. Euh, tout s'est passé dans le premier, enfin, au niveau de tordre la cheville et se faire mal au genou, c'est vraiment sur un genou sauté. mais c'est le début du Ou, deuxième, non, le genou sauté, non? non, non, c'est dans le Oh, premier. mais il s'est tordu la cheville 2 fois, je pense, hein. Ah, Non, il faudrait que j'aille revoir ouais, alors. Mais en ouais. tout cas, le moment flagrant, c'est clairement sur le genou sauté. Peut-être qu'avant, il y a un petit signe où ça Ouais, flanche. ouais, ouais. Mm. Mais bon, c'est un peu moins bien classé. Je sais pas, moi, au niveau du classement, on est où? Ouais, c'est difficile. Ouais, Josh Emmett. Ah, peut-être Josh Emmett en fait. Bah, il a Ouais. pas été annoncé, Emmett. Bah si, Emmett contre Topuria. Ah bah oui, oui. Quelle division de malades. Oh là là, c'est clair, Quelle c'est clair. division. En fait, on peut faire ce qu'on veut. On met c'est comme chez les bantamweight. Tu mets n'importe qui du top 10 contre n'importe qui du top 10, même si c'est 1 contre 10, ça va donner un combat très intéressant, très intriguant, très excitant. Donc, C'est clair, même pour la on- suite, tu vois. ouais. Et mettre Topuria, si Topuria l'emporte, tu vois, t'as tes combats à faire, ça va être fou, quoi. Mm, Ouais, il mm, y a mm. encore Ortega aussi dans le top. Ortega qui manque un peu d'activité également. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est peut-être le seul défaut chez les featherweight, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas super actifs. Non, c'est vrai. C'est pas la division la plus active. Ok. Ouais, Est-ce qu'il y Ortega, a...
Ouais, Non, vas-y, vas-y, je te il a laisse. personne au-dessus, hein, Arnold Allen, hein. Donc il y aurait Arnold Allen, Brian Ortega qui pourrait être fait, mais sinon il a personne au-dessus. Ouais. Euh, Topuria, Josh Emmett, franchement pour Topuria c'est cool parce que ça le ferait rentrer dans le top 5 sans trop de problèmes. Ah ouais. Sean Sung-Young pour moi, je pense que il a rien à faire à la place 6, hein. Non, c'est ouais. Et là, il y a Bryce Mitchell contre Evloev hein, à l'UFC Ouais, 288. ça Cette va être, division, elle bouge. ouais, ça va être assez ouf. Sean Sung-Young, moi je le verrais bien. Ils sont déjà affrontés contre Barboza. Ils se sont jamais affrontés et Ça, ce ce serait serait un fun. combat qui me plairait, tu vois. Ouais. Parce qu'on Ouais, parle parce que de, on parle souvent de division non compétitive. Tu vois, t'as des mecs comme Wonderboy Thompson. ouais. Le mec est encore très fort. Donc automatiquement, il est encore dans le top 15 et dans le ranking. Donc automatiquement, l'UFC veut le mettre face à des combattants qui sont encore en mode je veux la ceinture. Mais t'as des mecs comme ça qui savent que bah, le title run c'est fini pour eux Mhm. et qui sont malheureusement obligés de prendre des gros combats Mhm. alors que ce serait plus marrant de les mettre sur des combats fun. Et là, par exemple, clairement, Barboza, tu sais qu'il va pas atteindre la ceinture. Non, Corinne Zombie, tu sais aussi que pour lui c'est fini. Voilà, mêlez l'un contre l'autre. mais ça on en a déjà parlé. C'est vraiment ce que je Ouais, reproche à l'UFC, c'est qu'il devrait avoir, tu vois, donc cette classification. Et à un moment donné, si tu dis bon les gars, moi j'étais top 3, top 4, mais là j'arrive plus. Ma charge d'entraînement. J'ai plus le niveau d'un top 5 ou d'un top 6 pour Sean Sung-Young. Tu les redescends à quelque chose d'équilibré et de fun pour les fans, tu vois. ouais, Et exactement, c'est, exactement. ouais, comme tu dis, hein, Steven Thompson, c'est un peu ce qu'il a réclamé en disant, ouais, moi c'est bon, mettez-moi des combats cool face à des gars qui viennent pour striker, tu vois. Ouais, mais voilà, contre Kevin Holland, c'était très sympa qu'il reçoive ce combat, par exemple. Ouais, moi c'est des combats, mais en fait, l'UFC, avant Kevin Holland, elle lui propose que des tueurs de Ah lutteurs et ouais. tout. C'était là, tu dis, à quoi ça sert, quoi? Mhm. Sincèrement, à quoi ça sert? Bah, Tu vas pas faire ça, d'argent ça sert à là-dessus. monter l'autre. Ça sert à monter Mais l'autre. si tu sais déjà à peu près la tournure du combat, Ouais, mais c'est autant pour, tu sais, faire c'est, descendre l'autre et puis monter, tu vois ce que je veux dire? ouais, Sans ouais, bon, passer par là. c'est pour faire le truc de, Belal Mohamed, il est sur X victoires d'affilée, et tu inclus Ouais, dedans peut-être. un name value en Wonderboy. Enfin voilà. Mhm. Bah, en parlant peut-être de ce côté fun, ben voilà, on a Barboza qui nous fait une Mhm. très très belle performance face à Carantio. J'espère que j'ai pu te motiver à regarder avec un autre œil le combat parce que j'avais dit que Edson Barboza n'avait rien à faire en tant que underdog dans ce combat. Oh, en fait, après, je me suis refait quelques combats de Carantio et effectivement, je me suis dit, ouais, non, en fait, c'est pas la Bon, même. en fait, moi, je m'attendais plus à une difficulté à cause des low kicks parce que quand tu regardes Carantio contre Shane Burgos, Carantio commence à galérer vraiment parce que Mhm. il est incapable de défendre les low kicks et je m'étais dit bah Barboza on a envoyé quelques-uns bah Mais le pas. combat a pas duré suffisamment longtemps que pour que ça joue en empoint mais par contre la précision de ce genou Ouais, ouh, il disait en conférence de presse que c'était quelque chose qu'il avait beaucoup travaillé pendant 8 semaines avec son coach parce que ah ouais Carantio avait tendance à baisser la tête. Et bah on l'avait vu très précis sur les coups de genou en contre Benil Dariush. oh, bah ouais. Et là, il vient nous en remettre un comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de mecs à l'UFC qui ont plusieurs victoires sur coup de genou au visage. En contre, un coup de genou en contre En surtout. plus Ouais, en ouais. contre, ouais. Non, il était impressionnant. Il a super bien utilisé ses jabs. Moi, je suis très content pour lui, hein, Edson Barboza, parce que c'est le genre de profil, c'est des combattants, c'est leur taf, tu vois. Ils Mhm. s'entraînent et ils sont payés pour combattre et, et nous faire plaisir, voir des chouettes techniques, des trucs comme ça. Et je suis vraiment content pour lui, pour cette victoire-là, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est cool, c'est cool. On a vraiment, il y a d'autres combats qui t'ont, que tu as regardé et qui t'ont marqué les esprits. Moi, forcément, Oui, bah Royval, hein. Je suis, voilà, moi, bah oui, oui, c'est celui mon, que j'ai de te parler. ah ben voilà, bah, Impressionnant. moi j'allais dire voilà, moi j'ai mes deux combattants préférés à l'UFC, c'est Cory Sandhagen qui a gagné il y a 2 semaines, Brandon Royval qui vient de gagner ce week-end, donc moi je suis plutôt dans une place très heureuse en tant que fan. C'est vraiment un peu le même style de combat hein, pour tous les deux, hein. Ouais, bah ouais, oui. Beaucoup de, ouais, ouais. Mais ouais, Brandon Royval, impressionnant quoi, impressionnant. Euh,
Parce que Nicolo, c'est un sérieux client, hein. Il l'a. Ah oui. Il était sur combien de victoires d'affilée, Mateusz Nicolaou? Oh, je sais pas, mais. Je vais aller regarder, mais il était sur une belle petite série là. 2, 4, 6. Ouais, Ouais, il était à 6. 6 victoires. Pas mal. Non, je suis content parce qu'en plus Royval, tu sais que c'est quelqu'un qui va faire que offrir des beaux combats. Donc là, il reste dans le top de la division. Les deux qui s'affrontent pour la ceinture contre Moreno, c'était un très chouette combat jusqu'au moment où Royval se blesse. Donc ça se termine un peu en mode, on aurait préféré avoir plus. Hmm. Et contre Pantora, sérieux, il lui donne, il fait une erreur, Royval, mais il était parti pour la victoire contre Pantora. Donc ici, je sais pas si Brandon Royval mériterait un title shot, mais en tout cas, il a déjà une expérience contre les deux qui se disputent la ceinture et il a fait, comment on dit ça en français? A good account for himself. Il a fait bonne figure. Ouais, Il a fait tout à bonne fait. figure dans les deux cas. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est. Ouais, ouais, non, c'est un peu comme Luis Sandager, hein. C'est un gars qui a pris des gros noms, qui a perdu sur des gros noms, il a toujours fait bonne figure là-dessus. Donc ouais, je pense il pourrait réclamer sa chance au titre, hein, clairement. Mhm. Après, on en a d'autres dans la KT qui pourraient être intéressants contre lui. Bah en fait, ce qu'il y a de chouette, entre guillemets, donc je sais que certains ont trouvé ça un peu relou qu'on ait 4 fois le même title fight dans cette division. Mais de l'autre côté, ce qui a été assez sympa, c'est que ça a permis vraiment à de nouveaux noms de se construire, de monter. Et donc là, on a une division flyweight qui est vraiment excitante sur les prochaines années à coup sûr. Ah ouais, On a Manel Cap qui combat contre Figueiredo, je pense. ouais. Donc en cas de victoire de Manel Cap, bah d'ailleurs Cap contre Royval, ce serait incroyable comme combat. Mhm, Il mhm. faut vraiment que l'UFC commence à investir davantage sur les petites divisions, parce que comme on regarde cette carte-ci, c'est les featherweight et les bantamweight qui ont vraiment fait rêver sur les combats. Ah ouais, bah oui. C'est pas le combat de Jacobi qu'on va retenir sur cette carte, tu vois. C'est les combats vraiment dans les catégories plus C'est légères, clair. les flyweight, les bantamweight, les featherweight. Mhm. Tous les combats de cette Gutiérrez contre Pedro Munoz, c'était encore sympa aussi. Mhm. Non, on a eu que des chouettes combats dans les petites divisions. Petite Encore une division. fois, l'événement a fait des mauvais chiffres. On voyait quasi personne en parler sur Twitter, justement parce que je pense que c'est que des petites divisions. Mais j'ai l'impression que ceux qui sont vraiment fans du sport ont apprécié ce type d'événement. Ouais, ouais, mais c'est pas ceux qui sont fans du sport qui font le plus de bruit, je crois aussi, tu sais. Ouais, on en avait parlé, on en avait parlé. C'est pour ça qu'on a autant de poids lourds en main event. Après, Et, voilà, et pour, on et va pas pour se en mentir revenir que sur les 125, tu as Albazi aussi, hein, qui combat contre oui, Carafan. Ça oh aussi, oui. ça va être terrible, quoi. Ah, quelle division. Et encore une fois, je suis sûr que quand tu dis Albazi, il y a des gens qui disent c'est qui lui? Parce que cette division, on met pas de lumière dessus. Et c'est tellement dommage parce que elle mérite. Elle mérite. Ouais, non, non, elle mérite vraiment. Et je suis assez content parce que autant je trouve bah, tu vois, ils ont fait un tough à l'époque de Demetrius Johnson où le vainqueur du tough combattait pour la ceinture, quoi. Ouais, Tim Je me rappelle, Elliott. c'est Tim Elliott enfin, à un Et moment Tim donné, Elliott a failli soumettre Demetrius Johnson, hein. ouais, non, non, mais Dans le premier round, c'était dingue. c'est pour montrer à quel point elle est pas du tout deep elle n'était pas du tout deep, c'est-à-dire qu'il y avait euh, tu mettais des gars qui sortaient de nulle part et qui pouvaient concurrencer le champion, le GOAT. Enfin, bon, après, je vais pas rentrer dans ces débats-là, tu vois. Mais à ce moment-là, il y avait pas réellement d'opposition, tu vois. Là, tu regardes le top 10 chez les flyweights, ça commence à être sérieux, tu vois. Ah oui, clair, clair. Tous Dire les qu'ils ont combats, tu te voulu, dis, ils sont incroyables, quoi. ils ont Enfin, ils voulu pourraient être arrêter la incroyables. division à un moment. Quand Demetrius Johnson est parti, ils ont hésité à stopper la division. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, je sais plus c'est qui. Il y avait pas un combattant qui était un gars du Cage Warriors. Nathan Grayson, je pense. Grayson Ouais. avait, alors je sais que c'est une anecdote, elle a rien à voir. Et il me semble que Grayson avait dit, je monte en bantamweight parce que mon objectif c'est l'UFC et ils vont arrêter les flyweight.
Ah oui, t'as raison. Ça te Ouais, dit rien, ça? ça me dit quelque chose, ça. Ouais, c'est ouf. C'était il y a deux, C'était il trois y a ans, hein. trop. Ouais, c'était quand il avait été champion. Il avait été champion du Cage Warriors, hein, il avait battu. C'était assez. Il y avait une photo incroyable. Sam Creasy, il avait pris la Ah ouais, ceinture quand il est contre. comme ça au-dessus en train de se marrer, là. Ouais, Elle est ouais, incroyable, ouais. La photo est dingue. Mais non, cette catégorie, elle commence vraiment. Moi, c'était vraiment une catégorie. Mais, tu vois, à l'époque où il a fermé, c'était une catégorie qui m'intéressait absolument pas. Je regardais Mhm. pas. J'avais l'impression que c'était, enfin voilà, que le niveau était relativement faible. Ça sautait dans tous les sens. Et c'était, c'était trop de scramble, pas assez de, tu vois, rentrer, sortir, partir, courir. Là, maintenant, t'as des combats techniquement, c'est du lourd, quoi, tu vois. Ouais, il y a encore beaucoup de scrambles, je trouve, mais ils sont qualitatifs. Quand tu regardes Ouais, les scrambles qu'on a eu entre Figueiredo et Moreno, t'es là, tu fais, ok, ça c'est pas, voilà, c'est pas bouger pour bouger. Il y a vraiment une lutte pour prendre la position dominante et ils le cherchent avec les bons réflexes. C'est super agréable à voir. ouais, non, là, c'était du scramble où ça partait dans tous les sens, les positions elles étaient pas bien contrôlées ou de ce genre de choses. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Un petit peu Ouais, comme on peut avoir dans, pas en amateur, mais en gros où les positions elles évoluent trop régulièrement, quoi. ouais, et puis t'as des erreurs. Vraiment. En fait, c'est plus des erreurs En plus, il y a techniques des qui erreurs, amènent ouais. au Mm. scramble plutôt que quelqu'un qui cherche à créer du mouvement Ouais, pour aller ouais. chercher une position plus intéressante. L'autre qui l'en empêche. Et plutôt que l'empêcher en venant tout bloquer, il l'empêche en profitant de ce scramble pour lui-même chercher à Mm. améliorer la position. Et c'est une énorme différence et c'est ouais, c'est effectivement beaucoup plus agréable à regarder. Ouais, et puis c'est bon, après ça demande un œil peut-être un petit peu plus expert, tu vois. Ouais, Dans ouais. le sens où t'as des scrambles qui sont pas qualitatifs, on va dire. Genre, ça part dans tous les sens parce qu'il y a des erreurs et des espaces qui sont laissés. Et d'autres où c'est parce que techniquement, c'est ultra qualitatif. Le gars a réussi à créer l'espace, sortir, reprendre sa position, etc., quoi. Mm. Et c'est pour ça que je suis un grand fan de Royval parce que Royval est excellentissime là-dedans. Et encore Mm, une fois, mm, je mm. l'avais dit dans le podcast précédent, mais j'invite tout le monde à aller voir son combat contre Pantora parce que c'est exactement ce dont on parle maintenant. Ouais, c'est Des vrai. scrambles de qualité. Ok, bah, je pense qu'on a fait le tour. Hors antenne, tu m'as dit que tu n'avais pas encore eu le temps de voir Bill Algeo contre TJ Brown, qu'on Non. va avoir absolument. Donc je t'invite à aller le voir et j'invite tout le monde à aller le regarder. Merci pour ton temps, merci pour le débrief. Toujours super agréable de pouvoir faire ça à chaud avec toi. Ouais, Et on se retrouve du coup mardi matin, nous deux, pour mardi. ouais, pour le prochain main event en preview. Ce sera Pavlovich contre Blades. On se retrouve chez les poids lourds. Mm, mm, mm. Et donc ce sera posté mardi soir pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent une Top. analyse bien détaillée. C'était chouette. Bah écoute, passe un bon dimanche, passez tous un bon dimanche et à mardi quoi. À mardi.